Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Je suis à Bordeaux depuis 3 jours et j'espérais pouvoir vous prononcer la conférence un peu ex cathedra et un peu pompeusement, mais les 3 journées ont été très occupées et trop arrosées. Donc pardonnez-moi, je vais la lire malheureusement, quoi. Donc mon intervention porte sur la maladie, le gauchisme comme maladie infantile du capitalisme. Vous vous rappelez que Lénine avait écrit le gauchisme, maladie infantile du communisme. À quoi les frères Cohn-Bendit avaient répliqué, Gabriel et Dany, le gauchisme, réponse à la maladie sénile du communisme. Moi, je suis né en 68, donc comme tous les gens nés en 58, 68, 78, je souffle tous les 10 ans, ça coïncide quasiment avec mon anniversaire au mois de juin, pour l'anniversaire décennal de 68. Donc je n'en peux plus. Pour moi, c'est comme le festival des vieilles canailles, sauf que Dany Cohn-Bendit a survécu à sa propre mort, alors que Johnny n'a pas survécu. Donc c'est un peu une affaire de vieux combattants. Et donc l'intervention, mon intervention sera sans nuance. Pourquoi ce préambule ? Parce que je fais une lecture monolithique, un peu comme un brise-glace au fond. J'ai bien conscience que 68 c'est polysémique, j'ai bien conscience que 68 est plus complexe que ce à quoi je vais le réduire. Mais en particulier, Louis-Alexandre la seconde partie de les 2 interventions porteront sur les complexités de 68. Beaucoup d'entre elles vont avorter, mais je les exclus d'emblée pour me concentrer sur une démolition à charge de 68. Alors, où situer mai 68 ? Ça n'est pas un drame, ça n'est pas une tragédie, 68, mais c'est un psychodrame aux allures de happening, un happening, une fête révolutionnaire au fond, une fête révolutionnaire géante. On a parlé de commune étudiante, parce qu'à l'époque on parlait de la commune étudiante, mais c'est une commune, rappelez-vous la commune de 70-71, c'est une commune où à la fin les étudiants maquillés en communards ont triomphé des Versaillais finalement consentants, et pour cause, les Versaillais consentants, c'est-à-dire mousquetaires, c'était leurs parents en réalité, quoi. Donc c'est une commune sans fusillés, où il y a une poignée de morts, et là, des policiers, ou des droitards du reste. Je crois qu'il y a 4 morts en 68, pas plus. Donc c'est une révolution sans fusillés, c'est une révolution sans mur des fédérés. Donc c'est une commune dérisoire, parce que la commune va déboucher sur le mur des fédérés, bien sûr. Et au fond, c'est toujours la même histoire. C'est celle qu'a raconté Marx au début du 18 Brumaire. Le mot est célèbre, mais là, il s'impose, me semble-t-il, c'est que tous les événements ont vocation à se répéter 2 fois, une première fois comme tragédie et une seconde fois comme farce. Et au 68, donc je répète, c'est une lecture à charge des événements, donc sans nuance. 68, c'est évidemment une farce, et cette farce va être jouée magnifiquement au théâtre de l'Odéon, parce que Philippe Muret va appeler plus tard l'artistocratie, la contraction de l'aristocratie et des artistes, donc les nouvelles aristocraties au fond. Et 1 an plus tard, alors ceux d'entre vous qui connaissent Paris, 1 an plus tard, l'Odéon va se déporter, puisque les gaullistes vont enfermer les enragés à Vincennes. On va créer une faculté à Vincennes, et à Vincennes, il y a le zoo de Vincennes. Mais en fait, pendant quelques années, il y aura 2 zoos à Vincennes. Il y aura le zoo authentique et le zoo où Foucault, Deleuze, et en fait tous les grands noms qui vont surfer sur cette vague de 68 vont enseigner, quoi. Donc une farce. Et c'est tout le paradoxe de la révolte, me semble-t-il. Parce qu'en 68, la révolte avait perdu sa raison d'être depuis très longtemps. Le seul spectacle que la révolte autorise, c'est d'en mimer, d'en contrefaire les gesticulations vaines dans des amphithéâtres garnis de clowns aux cheveux ébouriffés et aux slogans ébouriffants. Alors la révolte est réduite à répéter en fait un geste d'insoumission, je parle en 68, qui a été rendu superflu déjà, donc il y a 50 ans, par la déroute des maîtres, la déroute des pères et la déroute des modèles, auxquels on va s'identifier. Et c'est ce qui va donner, me semble-t-il, au soulèvement son côté irréel, fantasmagorique, voué à décrire une immense antiphrase. Et cette antiphrase, c'est le conformisme de l'anticonformisme. Ou pour parler comme Philippe Muret, qui est analyste, je vais y revenir sur Muret, très fin, me semble-t-il, de 68, Muret définissait le nouveau rebelle ainsi. Le nouveau rebelle, je cite Muret, est très facile à identifier. Le nouveau rebelle, c'est celui qui dit oui.
Alors je précise qu'il y a deux rebelles, surtout aujourd'hui, et surtout à ma droite. Il y a rebelle et rebelle, il y a rébellion et rébellion. Il y a la rébellion telle que la conçoit Louis-Alexandre, telle que nous la concevons, telle que Junger la concevait. Et puis à côté de ça, il y a l'autre rébellion, la rébellion dérisoire. Donc ce conformisme de l'anticonformisme. Alors ce rebelle, en fait, désormais, c'est en déviant qu'il s'aligne. C'est ça le paradoxe du rebelle. C'est en contestant que le rebelle consent à la société de consommation. C'est en s'opposant qu'il s'intègre au monde qui est le nôtre. Et donc sa contestation, c'est du chiquet contestationnaire. Et je vous demande de réfléchir à ce néologisme contestationnaire. Il a été inventé à chaud par deux psychanalystes juives en 69, dans un livre vraiment formidable, alors qui est contestable par son judaïsme forcené, mais ça s'appelle l'univers contestationnaire. C'est-à-dire que nous avions un univers concentrationnaire derrière le rideau de fer, là où pour le coup la souffrance était réelle et non pas dérisoire, donc il n'y avait pas de chiquet. Mais nous, en Occident, on avait un chiquet contestationnaire. Et je trouve que c'est le néologisme le plus suggestif sur ce que l'époque couvrait la révolte 68 arde. Alors, où situer 68 sur l'échelle de Richter du délire, car c'est de ça dont je vais parler. Si à force de célébration, 78, 88, 98, nous n'étions pas prémunis contre les illusions des 68 ards, le grand bêtisier du mois de mai, ceux d'entre vous qui ont pu y assister, est sidérant, quoi. Au fond, on est médusé quand on relit les slogans et les graffitis de 68. Il y a eu plein d'albums sur le sujet. On est sidéré par les slogans des 68 arts. Le 68 est traversé par une immense candeur, par une immense fièvre, par une immense euphorie. Dans tous les acteurs, dans les témoignages 68, nous disent que, et je cite Maurice Clavel était un chrétien révolutionnaire. On l'appelait le journal. Je crois que c'est Foucault qui a dit de Clavel que c'est un journaliste transcendantal. Et je vous cite Clavel pour vous dire à quel point, quel était l'état d'esprit des enragés au début des événements. Clavel disait ça, donc c'est un prophète biblique qui attendait l'attente du royaume, mais un royaume avec un Christ révolutionnaire. Le sol a craqué et les cieux se sont entr'ouverts à la fois. C'est ce que dit Clavel en 68, dans Combat. Et il continue de délirer comme s'il était en Judée au 1er siècle de notre ère. Je cite Clavel, « Terre et ciel ne s'obturent pas ». Voilà l'état d'esprit des enragés au tout début de la révolte de la commune étudiante. Alors évidemment, les contestationnaires n'avaient pas la culture religieuse de Clavel. Et ils s'en tenaient à des slogans plus prosaïques, mais qui en substance disent la même chose. J'en cite deux, j'en citerai d'autres dans le courant de mon intervention. « Plus je fais la révolution, plus je fais l'amour ». Ou alors « Je décrète le bonheur permanent ». Alors il faut s'arrêter un instant sur cette génération des 68 arts, car 68 c'est d'abord une affaire de génération, et toute la bibliographie sur le sujet ne s'y trompe pas, parce que le grand livre des gauchistes, c'est le bouquin de Hervé Hamon et Patrick Rockman qui s'appelle « Génération ». Jean-François Sirenelli, qui est un historien du politique et des droites, a beaucoup écrit sur les baby-boomers, dont le bouquin qui s'appelle « Génération sans pareil ». Et un des meilleurs livres qui a été écrit sur le sujet, c'est « La génération lyrique » de François Ricard, qui est un spécialiste de Kundera, mais j'y reviendrai sur Kundera. Et en fait, donc, c'est une génération, c'est les baby-boomers, ce qu'on a appelé les baby-boomers. Ça a commencé au cœur de la nuit, pour parler comme un journaliste d'Europe 1, en 42, en fait, le redressement démographique. Mais le pic, c'est 48. Donc, c'est des gens qui auront 20 ans, 68, et ce qu'on appelle le baby-boom. Et donc, c'est quoi cette génération ? Il faut en faire une analyse sociologique de cette génération. En réalité, c'était une génération qui est née dans un monde qui sortait de la plus grande guerre de l'histoire et de la plus grave crise économique des temps modernes, en l'occurrence la crise de 29, mais qui pour nous va avoir des répliques dans les années 30 en Europe. Ce sont les enfants gâtés des 30 Glorieuses, ce sont les enfants gâtés du plan Marshall, donc je parle de cette génération-là. Les bénis des dieux de la consommation, les premiers-nés du baby-boom. Ils vont connaître aucune frustration sociale. Si on fait exception, bien sûr, de l'épisode des tickets de rationnement, mais ils étaient trop jeunes pour se rendre compte. Et l'idée dominante qu'ils vont se faire de la vie, je parle donc des 68 arts, c'est que tout est facile, que tout glisse, du surf à la voiture. Et c'est ce que Julie Sévola va appeler dans un article génial la métaphysique de la glisse. En réalité, ce monde-là est une métaphysique comme le téflon, tout glisse. Et donc, en réalité, tout devient plus léger pour cette génération. Elle est délivrée de la pesanteur, en réalité, de la pesanteur du monde, de la pesanteur des choses.
et elle va pouvoir accomplir tout son potentiel libérateur. Donc on est, pour faire une lecture chrétienne, là pour le coup, on est loin de la malédiction d'Adam. On est dans un monde pré-adamique en fait, antérieur au péché originel. Et le sociologue Louis Chevel, incollable sur le destin des générations, à nouveau le mot destin réapparaît, il consacre un livre au destin des générations, fait d'ailleurs de 48 l'année astrologiquement idéale, de naissance astrologiquement idéale. C'est-à-dire que né 10 ans plus tôt, en 38, vous faisiez 24 mois en Algérie, c'est ce qui s'est passé pour le contingent, quoi. Et né 10 ans plus tard, vous aviez le chômage de masse. Donc le 68 art, donc les gens qui sont nés en fait il y en a dans la salle, mais donc c'est pas eux que je m'adresse. Mes parents sont beaucoup d'amis dans cette génération-là, mais vous êtes des enfants contrariés du baby-boom. Eux sont des enfants chéris et consentants du baby-boom. Et donc Chauvel, oui, je vais vous citer Chauvel, il faudrait que je le retrouve. Oui, né 10 ans plus tard, donc en 78, vous avez droit au chômage de masse comme rite de passage dans le monde adulte. Alors cette génération, elle fut pas seulement bénie des dieux de la consommation, 48, mais elle était aussi bénie au sein de sa classe d'âge, parce que la commune étudiante, donc les enragés en réalité, la sociologie de la révolte, c'est la sociologie des beaux quartiers, principalement des beaux quartiers, quoi. Je parle de la commune étudiante, bien sûr. Et c'est à Louis le Grand que la contestation fut plus virulente, donc à Louis le Grand. Donc on voit que c'est une affaire de normaliens, de cagneux, de sociologues, d'universitaires en réalité, début de la Révolution. C'est au lycée Buffon à Paris, donc une des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles, que les élèves vont brûler à la rentrée 68 leur carnet de notes. Ils vont le brûler symboliquement dans la cour. Donc on est vraiment dans les beaux quartiers. Et que dire de Nanterre? Le foyer de la Révolution, c'est Nanterre. Le mouvement du 22 mars à Nanterre, Cohn-Bendit, c'est Nanterre. À Nanterre, il y a 12 000 étudiants à l'époque et un dieu. Le dieu, c'est Daniel Cohn-Bendit. L'objet transitionnel du capitalisme festif. Et Nanterre, ça n'est jamais que les beaux quartiers de l'ouest parisien. C'est ça la sociologie de Nanterre. Alors évidemment, c'est entouré d'un bidonville. Évidemment, c'est un campus désertique à l'époque. Mais pour autant, la sociologie de la révolte, c'est la sociologie des beaux quartiers. Donc elle est deux fois bénie, cette génération. Elle est bénie en tant que génération, en tant que classe d'âge. Et dans cette classe d'âge, elle est bénie parce qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, pour la plupart des enragés. Et à l'entrée du campus à Nanterre, tenez-vous bien, là je parle aux plus anciens, c'est qu'on avait l'impression de rentrer dans un camp de rééducation khmer, parce qu'à l'entrée de Nanterre, une banderole, vous attendez, surtout les gens d'Occident, les gens qui étaient à droite, c'était la grande banderole, c'était fasciste, qui avait échappé à Dien Bien Phu, vous n'échapperez pas à Nanterre. Voilà, c'était le climat de l'époque. J'en parle dans le bouquin, je fais de l'autopromo sur Buisson, parce que Buisson est au cœur de la révolte à Nanterre, et il a l'occasion de m'en parler. C'était Cohn-Bendit qui joue au Pacifique aujourd'hui, faisait régner la terreur sur le campus, mais aujourd'hui il joue Peace and Love, etc. Mais non, on avait peur à l'époque. Bon, vous me direz, en face à Occident, on savait se défendre, quoi. Et donc c'est là, le décor de la tragédie-comédie est planté, avec Cohn-Bendit dans le premier rôle, la diva des étudiants qui va transformer son quart d'heure warolien de gloire en rente à vie, quoi, puisqu'il est toujours là, quoi. Donc je le redis, moi tous les 10 ans, je me tape Cohn-Bendit. À lui seul, Dany le Rouge, à lui seul, Dany le Vert, à lui seul, Dany l'Arc-en-Ciel. Et cet homme-là va renvoyer dans tous les 19e siècles du monde les vieux monsieur à redingote, le monde en noir et blanc qui était le monde antérieur à 68. Et au fond, on a beaucoup parlé des révolutions de couleurs, vous vous rappelez, l'Ukraine, etc. Mais la première des révolutions de couleurs, c'est 68. 68 fait entrer la couleur. On passe du noir et blanc, on passe du monochrome au polychrome en 68. Et Cohn-Bendit est parfait dans cette figure-là. Dany le Rouquin, à l'époque, on l'appelait Dany le Divin. Et c'est à Nanterre que tout part, et pourquoi? Alors c'est la thèse centrale de mon intervention. Le mouvement du 22 mars, en fait, il est très peu politisé au départ. Alors vous me direz, il y a beaucoup de marxistes-léninistes, mais c'est surtout des libertaires. Et le mouvement, il part du souci des étudiants de pouvoir accéder au dortoir des filles à Nanterre. Parce que Nanterre, il y avait également un dortoir. Et les filles pouvaient aller chez les garçons, mais pas l'inverse. Et c'est comme ça que ça commence, étonnamment. Donc, alors, j'ai planté un peu le décor, mais élargissons le champ. Parlons de la France à ce moment-là. Alors, vous vous rappelez les plus anciens du fameux mot de Viançon-Pontet, qui est un journaliste du Monde vraiment remarquable. À l'époque, il y avait de très grands journalistes. Et un article est resté célèbre, il est paru en mars, à mi-mars. Ça s'appelle cet article-là « La France s'ennuie ».
C'est étonnant. 2 mois après, la France est à feu et à sang, et sans dessus-dessous, mais la France s'ennuie, avait-il écrit. Donc l'article est fameux et il a frappé les esprits. Mais de fait, elle s'ennuie, puisque je vous cite un mot de De Gaulle. De Gaulle disait la chose suivante, à la veille des événements. Cela ne m'amuse plus beaucoup. Je crois que c'est à Pierre Fitt ou à quelqu'un d'autre qui dit ça. Il n'y a plus rien de difficile, ni d'héroïque à faire. Donc ça, c'est le climat de l'époque, en réalité. Société de consommation. Et la France s'ennuie. Elle consomme les mythologies dérisoires que Roland Barthes a épinglées 15 ans plus tôt. Vous savez, mythologie au pluriel, qu'il a recensé une quinzaine d'années plus tôt. Le théâtre de l'histoire s'est déplacé alors dans de lointains Orients à feu et à sang, où la logorrhée fleurie des gardes rouges va pulvériser, parce que c'est 66, la révolution culturelle en Chine, va pulvériser l'ancien monde des mandarins et inaugurer une révolution qui sera une liquidation générale. Le titre de notre intervention ce soir. Et il y a une scène que j'aime énormément, donc je vous en fais part, parce que c'est autour du maoïsme. Donc à l'époque, le maoïsme sera sûrement la dimension centrale, les Mao français, et c'est la rencontre du péril jaune et du péril jeune. Et il y a une scène de la chinoise de Godard que je vous raconte. Il y a pas mal de choses à jeter dans la chinoise de Godard, c'est en 67, mais il y a une scène phénoménale. Avec, dans la chinoise, ça plante très bien l'hystérie de l'époque, parce que Jean-Pierre Léaud psalmodie presque de manière religieuse le petit livre rouge du président Mao. C'est une époque de folie furieuse, complètement ubuesque. Et Godard imagine une scène, une parabole saisissante dont lui seul a le secret. Il évoque des savants égyptiens qui auraient jadis, donc il y a 3000 ans, aurait enfermé un groupe d'enfants, isolé un groupe d'enfants pendant 10 ans pour essayer de répondre à la querelle du langage. Est-ce que le langage est une vieille querelle des universaux du Moyen-Âge, on s'est beaucoup battu sur ce sujet-là. Est-ce que le langage est inné ou est-ce que le langage est acquis? Et donc, on enferme pendant 10 ans des enfants dans un lieu clos. Et au bout de 10 ans, on les fait sortir, les enfants. Et ils ne parlaient pas. Les enfants, ils bêlaient. Pourquoi ils bêlaient? C'est un épisode de panurgisme fascinant. C'est parce qu'on les avait placés à côté d'une bergerie. Donc, par capillarité, par contagiosité, les enfants se sont mis à bêler. Je trouve que c'est la parabole la plus saisissante de 68. Je me répète, mon intervention est à charge. C'est un panurgisme générationnel. Tout le monde s'est mis à bégayer, au fond, un langage de la Révolution, un langage parodique de la Révolution. Alors les étudiants, ils passent leur temps à pérorer, à interpeller, à annoncer en charabia marxiste-léniniste ou freudo-marxiste une révolution introuvable. La révolution introuvable, le mot est de Raymond Aron. Mais pour quand même planter le décor de l'époque, un autre chrétien, s'il y a une grosse dimension chrétienne, et c'est la thèse de la société de l'univers contestationnaire que j'ai évoquée, les deux psychanalystes, c'est Michel de Certeau, qui était un jésuite, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, entre autres. Et Certeau dira, lui était fasciné par 68, qui était une sorte de grand dévergondage verbal, une espèce d'ivresse jaculatoire, qui fait qu'on s'est mis à parler. Du reste, tout le témoignage montre qu'on a, pour la première fois, on parlait. Tout le monde parlait. Plus fort? Ouais. Et Certeau disait, en mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. Donc il y a une croyance naïve en 68, c'est la croyance en la performativité du discours. Ça veut dire que dire, c'est faire, parce qu'on dit que la révolution, on clame la révolution sur les barricades, la révolution va advenir. Et on a l'impression de revivre, parce que l'histoire se répète, mais sous un mode paroxytique, avec un pouvoir de réplication très supérieur, la révolution de 1848 et les élucubrations de ce qu'on appelait à l'époque le club de l'intelligence. Ceux d'entre vous qui ont lu l'éducation sentimentale de Flaubert s'en rappellent peut-être, déjà Flaubert fait une charge contre les 48 arts. Et les slogans des 48 arts, c'était plus d'académie, plus d'instituts, plus de missions, plus de baccalauréat. Donc c'est déjà le climat est là, sauf qu'en 48, ça concernait une classe d'âge très limitée. C'était des gens de lettres qui sortaient de la Révolution et de la bataille d'Hernani, donc c'était une fraction de la population française qui était assez dérisoire. Donc ça n'est plus en 68 l'affaire d'une poignée de jeunes gens de lettres fougueux et délurés comme ça l'était un siècle plus tôt. C'est la jeunesse dans son ensemble qui bâille d'ennui et qui veut congédier au plus vite cette morosité. Alors l'université est en crue en 68. Deux chiffres, il y a 200 000 étudiants en 1958, il y en a 500 000 10 ans plus tard. Donc on ne sait pas où les loger, il n'y a plus de place, les murs sont trop étroits. Et c'est une des causes objectives de la Révolution.
Et les barbons chenus du savoir, qui étaient les gardiens de l'académisme, n'ont pas vu venir cette démocratisation d'enseignement. Parce qu'en plus, ces étudiants, s'ils se contentaient d'étudier le grec et latin en récitant un peu de Baudelaire et beaucoup de Fénelon, mais non, ils veulent remplacer les humanités par les sciences humaines, hein, qui vont devenir prédominantes dans la faculté, et les cours magistraux par le théâtre de rue. Plus de cours magistraux, plus de cours ex cathedra, quoi. Alors c'est un putsch, disais-je, générationnel, car il s'agit d'abord d'une révolte de la jeunesse dorée, laquelle, c'est ça qui est fascinant, laquelle va devenir un acteur social à part entière. La jeunesse devient un acteur social à part entière en 68, hein, et en France, mais c'est vrai à Los Angeles, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Nouvelle-Zélande, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Italie, c'est vrai partout. Ça affecte l'Occident, cette fièvre et ce putsch générationnel. Hein. Donc on retombe sur la révolution de 48, on ne veut pas de règles, hein, pas d'église, pas de savoir d'autorité. Et c'est ce que Jean-Claude Milner, qui est un merveilleux analyste, a appelé le discours de l'institution nulle. On ne veut plus d'institution. On ne veut plus de médiation. C'est-à-dire qu'on veut avoir un accès immédiat au réel. On ne veut plus de maître. Hein. Et remarquez que c'est la plus vieille institution au monde, en tout cas dans le monde occidental, c'est l'Église. Hein. C'est l'institution qui a survécu à 2000 ans d'histoire, enfin un peu moins. Mais Vatican II, c'est en 62. Et Vatican II, c'est la même chose. Hein. C'est que c'est l'institution, la plus ancienne institution, va elle-même produire une condamnation de l'institution. Donc c'est ça qu'on révoque en 68. Hein. Donc évidemment, quand vous révoquez l'institution, une anthropologie sans précédent voit le jour, une nouvelle anthropologie voit le jour, une nouvelle conception de l'homme voit le jour, une nouvelle conception de la société voit le jour. Hein. Et elle va transformer un rite de passage, la crise d'adolescence par laquelle nous sommes tous passés, en mode de vie à vie. Ne grandissez pas, vous ne vieillirez pas. Et vous l'avez remarqué, on a parlé des baby-boomers, et maintenant on va souper pendant les 20 ans qui viennent des papy-boomers. Mais c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes 50 ans après. Et en fait, on peut dire presque en un sens que les deux grands mythes de l'époque, c'est Peter Pan. Peter Pan ne veut pas grandir, le baby-boomer ne veut pas grandir. Hein. Et l'autre mythe, c'est Dorian Gray, c'est le bouquin d'Oscar Wilde. Il ne veut pas vieillir. Donc en fait, on est coincé dans une génération qui ne veut pas ni grandir ni vieillir. Et c'est cette génération-là qui a le pouvoir aujourd'hui, en tout cas dans la presse, hein, dans la magistrature, dans beaucoup d'univers. Hein. Donc c'est le statut de l'enfance et de l'adolescence dans son entier qui va être chamboulé. Donc l'enfance cesse d'être une brève station sur le chemin de la vie, elle devient intrinsèquement supérieure à l'âge adulte, hein, et un monde en soi donc, qui va donner naissance à la jeunesse. Pardon, j'essaye d'aller un peu plus vite. Hein. Elle tracera en lettres d'or sa mythologie. Cette jeunesse, donc, sur fond de triomphe du référent minoritaire, hein, sur fond de road movie, sur fond de Bob Dylan, de musique rock, de MLF. Hein. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais le MLF aurait été un acteur fascinant du basculement de la Révolution, mais ça sera un autre sujet. De pèlerinage en Californie, de pèlerinage à Katmandou, pour se cristalliser à son zénith en 68. Hein. Et c'est la naissance, j'ai parlé de Philippe Muret, c'est vraiment la naissance d'Homo Festivus en 68. Hein. Alors certes, on n'a pas attendu 68 pour faire la fête, hein, ni la fête révolutionnaire. Rappelez-vous le culte de l'être suprême, la fédération en 90, hein, on a déjà fait de la fête révolutionnaire. Hein. Mais là, c'est autre chose qui se joue en mai. Ça n'est pas la fête comme révolution, c'est l'avènement de la révolution comme fête. Hein. C'est là où on rentre dans Muret. C'est l'avènement de la révolution comme triomphe du festif, hein, de la dérision. Et la révolution comme fête consacre la dérision de la révolution. On peut observer le même renversement avec le désir. Hein. Le désir de révolution n'a fait que préparer à la révolution du désir. Hein. Même chose avec le mot de révolution. On a parlé de subversion des révolutionnaires. Hein. Mais en réalité, ce que 68 va subvertir, c'est l'idée même de révolution. Alors vous allez me dire, pourquoi multiplier les chiasmes et les renversements comme ça ? Il y a une facilité. Mais c'est qu'il nous montre la dynamique à l'œuvre dans ces années, en 68. Hein. C'est-à-dire qu'il montre le processus de renversement de l'ordre du monde. Hein. Derrière le chiasme, derrière le renversement, affleure la grande figure de style des univers orwelliens et post-orwelliens, parce que dans un monde post-totalitaire. Et cette grande figure de style, c'est l'antiphrase. Que veulent les étudiants, qui sont les fils de la moyenne et de la grande bourgeoisie, comme je l'ai évoqué que veulent-ils ? Eh bien, il va être pareil aux prolétaires. L'étudiant bourgeois, le fils universitaire, va être un prolétaire, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il projette sur le prolétaire un désir de désembourgeoisement. Et que veulent les prolétaires ? Les prolétaires veulent l'inverse. Hein. C'est qu'il faut qu'ils ne vont pas se rencontrer. Les prolétaires, ils vont devenir des bourgeois. Et ce sera, je laisse à Alexandre le soin d'en parler, mais ce sera les accords de Grenelle. Hein. Avec toutes les réserves qu'on peut formuler sur les accords de Grenelle. Hein.
Donc on peut interpréter 68 comme un simulacre. C'est le simulacre de la Révolution, c'est le simulacre de l'antifascisme, Nanterre, fasciste de Dien Bien Phu, etc. C'est le simulacre des barricades. Parce qu'au passage, il y a un paradoxe des barricades. Que veulent les étudiants? C'est abattre les murs, abattre les limites, abattre les barricades. Et ils vont construire des murs, des murs invisibles, bien sûr. Des barricades visibles en 68 et après des murs invisibles. Et étonnamment, peut-être que ces Debord, alors pourquoi je dis étonnamment, parce que Debord a été un des acteurs, pas lui en tant que tel, mais les situationnistes de la commune étudiante. Puis très peu nombreux, mais il va y avoir beaucoup d'influence, les situationnistes. Mais il faut s'appuyer sur Debord pour dire les événements, je trouve. Et Debord dit en substance que le monde est entré dans l'après-guerre, dans l'ère du faux. C'est-à-dire le monde est devenu un faux. Et vous connaissez sûrement la phrase célèbre de Debord dans la Société du spectacle, dans le monde réellement renversé qui est le nôtre, le vrai est désormais un moment du faux. Et par quoi Debord renverse la dialectique hegelienne, ou pour Hegel, c'est un savant, mais pour Hegel, dans la négativité, féconde et aide à produire de la pensée. C'est-à-dire que chez Hegel, le faux est un moment du vrai. C'est que pour accéder au vrai, il faut passer par le faux. Mais désormais, c'est l'inverse en 68. Et ce faisant, c'est le principe de non-contradiction, qui est un principe central dans la philosophie, qui est révoqué en 68. Je dis 68, mais c'est l'après-guerre en réalité. C'est-à-dire, quand je dis que le principe de non-contradiction est révoqué, il n'y a plus d'adéquation de l'idée à la chose, du mot à la chose. Quand vous prenez le prédicat révolution, la révolution, on sait ce que c'est. Tout le 19e siècle en France est jalonné par des révolutions meurtrières qui vont toutes échouer du reste. Et la révolution, on parle de révolution, mais ça n'est plus une révolution, puisque pour sujet, c'est que, au contraire, c'est un stade vers un capitalisme mutant, un troisième âge. Et dans le monde qui s'ouvre, on pourra dire et ne pas faire. On pourra faire et ne pas être. Et c'est même la condition d'accès au nouveau monde bourgeois. C'est-à-dire pour être un vrai bourgeois, un néo-bourgeois, il faut critiquer la paléo-bourgeoisie. C'est ça, désormais, la clé d'accès à ce monde-là. Alors l'autre point que j'évoquais, et qui fait que ma lecture est peut-être un peu radicale, sûrement, c'est la question du père. C'est que 68 va liquider, je dis 68, mais les années 60 en fait, va évacuer la figure du père. Qu'est-ce qu'on lit entre autres sur les murs de la Sorbonne? Eh bien le principe d'autorité que les étudiants congédient. Quelques slogans. Tout enseignant est EST, tout enseignant est enseigné, et tout enseigné est enseignant. Donc renversement des rôles. La paternité est une mascarade. On lit ça sur les slogans. On lit également, où on défile avec au slogan « Papa pue ». C'est un des grands slogans des 68 arts qu'on a évacués. Et les étudiants défilent, pour ceux qui ont pu assister aux événements, défilent en brûlant l'effigie de Gaulle. Je ne suis pas gaulliste dans l'absolu. J'ai un point de vue nuancé sur De Gaulle. J'ai un point de vue pas radical sur De Gaulle. Mais voilà, donc ils brûlent symboliquement De Gaulle. Et dans tous les cas, c'est la figure du père. C'est la question du père qui est visée. Nommément ou pas, consciemment ou pas. Car c'est au père que revient de porter dans la société occidentale, depuis Rome et depuis le christianisme, et les deux jours, c'est la thèse de Pierre Legendre, car c'est au père de porter dans notre société, en tout cas en Occident, en Europe, le principe d'autorité. Et qu'importe que ce principe s'appelle Dieu, les dieux, la loi, ou celui dont j'ai hérité le nom, donc mon père en l'occurrence. Donc on va choisir symboliquement de le castrer, ce père. Et donc c'est parce que c'est la seule façon d'en finir avec le principe d'autorité. Le père ne va donc plus qu'exister qu'en tant qu'auxiliaire de la mère, à charge pour lui de materner l'enfant. Et c'est fascinant en travaillant sur d'autres sujets, là, la relation étant père depuis pas longtemps, comment les anciens concevaient la paternité, on est à des années-lumière de la manière dont ma génération la conçoit. C'est pour vous dire à quel point ça... Et donc le père, qui était le modèle de toute chose, je parle du père, pas de nos pères en soi, pas du père physique, je parle du père symbolique, du principe de la fonction du père. Lui qui était le modèle de toute chose va devenir un anti-modèle, sur lequel va se cristalliser la rage des étudiants. Et la société va se mettre au diapason. Rappelez-vous, en 70, la question de l'autorité parentale il n'y a plus de chef de famille. Donc on sort du paters familias romain. On a mis 2000 ans à en sortir. Donc ça a pris du temps.
Balzac dit qu'en tuant Louis XVI, on a tué le père. Hein. Mais en fait, il se trompe, Balzac, parce qu'on va mettre 2 siècles à le tuer juridiquement, le père. Donc c'est 2 siècles après 93, qu'on va tuer la figure du père. Hein. Mais en vérité, je l'ai déjà évoqué, c'est pas tant le père qu'on a révoqué que la fonction paternelle. Hein. Et sans cette fonction paternelle, il n'y a pas de différenciation possible. Hein. Et j'insiste sur ce point. Renoncer à la fonction du père, c'est s'exposer au risque de la confusion des sexes. Hein. Et c'est le monde dans lequel on est rentré avec tous les délires sur le genre. Hein. On est rentré dans un monde d'indifférenciation sexuelle, hein, où l'assignation des sexes n'est plus a perdu est devenue flottante et liquide. Hein. Sans père, sans fonction du père, l'enfant se voit enfermé dans une relation fusionnelle avec la mère. Hein. Ça n'est pas un reproche adressé aux mères, c'est une affaire à deux. Un monde clos, un monde narcissique, hein, un monde conflictuel et un monde régressif surtout. Parce que c'est la fonction du père qui apporte à l'enfant la loi symbolique, hein, la loi qui est supérieure à nos vies individuelles, et sans laquelle il n'y a pas de socialisation possible, et sans laquelle il n'y a pas d'échange possible. Hein. Donc la fonction du père, c'est faire passer l'enfant du fusionnel au relationnel, hein, en apprenant à l'enfant le sens de la limite, hein, en apprenant à l'enfant la frontière, en apprenant à l'enfant surtout la frustration. C'est-à-dire, en fait, la frustration, c'est un principe de jouissance qui est différé. Et les 68 arts vont imposer, et c'est là où ça rentre en résonance avec le capitalisme, le principe de la jouissance immédiate. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en évoquant l'institution, c'est-à-dire le maître, on évoque la figure médiatrice. Donc non pas seulement une posture infantile, mais allons plus loin, une postulation infantile. Parce que c'est ça, la 68, c'est une postulation infantile. On va jouir du monde tout de suite, hic et nunc, donc ici et maintenant, c'est le fameux slogan des 68 arts, jouir sans entrave. Alors dernier point, les 68 arts comme objet transitionnel du capitalisme festif, qui est le titre de mon intervention. Donc je recentre le sujet. Il y avait pas mal de militants en 68, mais on a une vision faussée de l'époque. Les historiens considèrent qu'il y a 1% de militants en fait dans la commune étudiante. C'est dérisoire. Je vous donne des chiffres. On estime qu'il y a des étudiants révolutionnaires qui en ont entre 5 000 et 16 000, pas plus. Donc c'est dérisoire par rapport au contingent de gens que j'ai évoqués, 500 000 étudiants en 68. Donc on parle de 16 000 maximum. Et à Nanterre, foyer de la contestation, on chiffre à peu près les révoltés à moins de 150. Donc c'est dérisoire. Et en fait, 68 visait tout autre chose que le marxisme-léninisme. Les étudiants parlaient le freudo-marxisme, et ce genre de langage, mais en réalité, ils se trouvaient aux antipodes et de Marx et de Freud. Parce que la révolution a été culturelle, elle n'a pas été politique. C'est une révolution sociétale, pas sociale. Le volet social sera abordé par Alexandre, et vous verrez à quel point on s'écarte de la commune étudiante. Pour l'essentiel, les étudiants étaient en train d'expérimenter, parmi les premiers, ce qu'on a appelé une révolte consommée. Désormais, on va consommer la révolte. Donc on retombe toujours sur le vrai est un moment du faux. Et on va inaugurer le nouvel esprit du capitalisme. Le nouvel esprit du capitalisme, c'est-à-dire qu'on sort des sociétés fordistes ou fordiennes pour entrer dans une nouvelle conception de l'autorité. Une autorité horizontale, on passe du vouvoiement au tutoiement, on passe d'un monde pyramidal et vertical à un monde horizontal et en réseau. Alors évidemment, la politique est partout quand on regarde les secondes 68, mais je trouve que la chanson d'Antoine, je regrette de ne pas être chanteur, je vous la chanterai, vous la connaissez, les élucubrations d'Antoine, je trouve qu'elle en dit beaucoup plus sur le mouvement que les slogans marxistes-léninistes de la Ligue ouvrière et de Ben Saïd et des autres. Parce que la grande masse des enragés était dépolitisée, même si elle va être un peu repolitisée grâce à 68. Mais ce n'est pas l'essentiel. Elle portait des jeans, elle fumait des cigarettes américaines, elle écoutait de la musique pop ou yéyé, plutôt pop que yéyé, et imitait James Dean et Marlon Brando. Et c'est une lame de fond mondiale. En fait, 68 consacre, à beaucoup d'égards, l'américanisation de la France, puisque ce sont les enfants du plan Marshall. Sea, Sex and Son. Et donc on retombe sur la métaphysique de la glisse décrite par Julius et voilà. Sea, Sex and Son, variante sucrée et hawaïenne du rousseauisme. Et à l'orchestre, les Beach Boys, ils font de la bonne musique, mais en attendant, les Chicago Boys. Et Daniel Cohn-Bendit va être l'expression hyperbolique de ce monde-là, puisqu'il va nous transporter K1K de Woodstock à Wall Street.
de Lénine à Lénine, de Marx à Groucho-Marx. Et au fond, va s'opérer cette fameuse synthèse du libéral et du libertaire. Synthèse ironique. Et la société de consommation en train de se déployer planétairement avait besoin de l'énergie destructrice de la jeunesse pour démocratiser l'accès au désir. Et en tant que tel, 68 n'est rien d'autre qu'une mutation du capitalisme festif, ou du capitalisme tardif, avec le gauchisme dans le rôle de variable d'ajustement, ou pour parler comme Lénine, d'idiot utile du capital. Et c'est ce que Kundera va dire. Kundera dira que dans cette affaire, Milan Kundera, donc le grand romancier, aura été la collaboratrice. La jeunesse aura été la collaboratrice inconsciente du capital. Grâce à elle, on va pouvoir passer la libéralisation des mœurs aura été un préalable donc, pour ce basculement. Et grâce à quoi on a pu passer d'un capitalisme de producteurs, donc c'était le paléo-capitalisme au fond, celui des pères, à un capitalisme de consommateurs. Et 68 accompagne ce basculement, donc ce nouvel âge du capitalisme, ce que Boltanski et Capello ont appelé le nouvel esprit du capitalisme. Alors la société qui en est sortie, elle ne voulait pas abolir l'amour bourgeois, en dépit de sa critique, mais elle voulait le reconfigurer, le mettre aux normes des nouvelles structures familiales, c'est-à-dire des familles recomposées, monoparentales et homosexuelles, parce qu'il y a également une dimension homosexualiste. Le mariage pour tous nous l'a montré. Alors au fond, 68 a servi de catalyseur, autant dans sa brièveté, parce que ça a été très soudain et inattendu, que dans son interminable répétition, donc les fameux anniversaires qui se répètent. Et il va déclencher une révolution que le capitalisme attendait pour faire sa mue. Et c'est une partie, au fond, qui s'est jouée à deux. Jeunesse et néolibéralisme, libertaires et libéraux, bourgeois et bohèmes. Et donc, sous les douleurs d'une rupture apparente, 68 s'inscrit en fait dans la continuité de l'histoire du capital. Hippolyte Taine le grand historien Hippolyte Taine, dans un livre qui avait fait date à la fin du XIXe siècle, Les origines de la France contemporaine, qui est un livre jalon dans la bibliographie et la perception de ce qu'a été la Révolution, disait que la Révolution française, en 89, derrière ses déclarations de façade, derrière les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, derrière la liberté, etc., ce qui s'est joué, je reprends le mot de Taine, c'est une translation de propriété, parce qu'il faut en revenir à l'essentiel. En 89, il s'est opéré une translation de propriété. C'est qu'on est passé de la domination d'une classe sociale vieillissante et qui est en train de déclasser l'aristocratie, à une classe émergente qui est dans une dynamique assez ancienne, la bourgeoisie. Donc ça a été un transfert de propriété en fait. Et la vente des biens nationaux montre à quel point ça a été essentiellement ça. Et on pourrait dire un peu la même chose du joli mois de mai, à ceci près que le transfert de souveraineté, le transfert de pouvoir, ne s'est pas effectué d'une classe sociale à l'autre. C'est-à-dire que ça ne s'est pas effectué des bourgeois au profit des prolétaires. Au contraire, les prolétaires ont été évacués. Mais ça s'est opéré au sein d'une même classe sociale. C'est ça qui est fascinant en 68. Ça s'est opéré, la révolution s'est opérée à l'intérieur de la bourgeoisie. Et ça a été une révolution générationnelle. C'est-à-dire que les fils bourgeois ont pris le pouvoir sur les pères bourgeois. Mais ça ne concerne qu'une classe sociale en dépit d'apports extérieurs, mais qui sont marginaux. Ouvriers, petits bourgeois, etc. Donc on est passé du monde des pères aux fils. C'est ça, la lecture en tout cas, que je fais de 68, de ce qu'on pourrait appeler une paléo-bourgeoisie haussmannienne à une néo-bourgeoisie libertaire. Et on n'insistera jamais assez sur les métamorphoses du capitalisme post-industriel qui est le nôtre. Les métamorphoses du bourgeois, comme disait Jacques Ellul, un des grands penseurs du siècle passé. Là, au fond, la figure du bourgeois balsacien, du bourgeois prud'homesque, monsieur Prud'homme, de Henri Monnier, cette figure-là était intenable, parce qu'elle était trop caricaturale. Et elle correspondait plus à rien de l'état de l'avancement du capitalisme en Occident dans les années 60. Donc cette figure, on l'a délocalisée avec nos usines, en fait. Si vous cherchez un bourgeois balsacien, avec tous les ridicules, Balzac, qui ne sont pas toujours ridicules, mais disons un bourgeois ridicule, il faut aller à Pékin, il faut aller à Moscou. Parce qu'on a délocalisé le bourgeois, puisque désormais on est passé d'une société où l'éthique protestante prédominait, donc l'épargne, l'accumulation, l'âpreté au gain, c'était ça, ce qu'étaient nos pères, nos grands-pères, la bourgeoisie haussmannienne et victorienne, à une société de consommateurs. On est passé de l'épargne à la dette. Donc il fallait évidemment une autre figure, un autre support anthropologique pour légitimer ce basculement du capitalisme en Occident.
Alors la grande vertu de la rébellion, c'est de résoudre, et je cite un penseur qu'on lit plus du tout, qui s'appelle Daniel Bell, qui est un penseur plutôt à droite américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les contradictions culturelles du capitalisme ». Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer cette phrase de lui. « Aujourd'hui, le modernisme est épuisé. Il n'y a plus de tension. Les élans créateurs ont perdu leur ardeur. Le vase est vide. La masse culturelle a institutionnalisé la rébellion, dont les formes expérimentales sont devenues la syntaxe et la sémiotique de la publicité et de la haute couture. Donc c'est là où la révolte finit aujourd'hui, quoi. Et la société de la consommation avait besoin de cette énergie destructrice pour légitimer, donc je l'ai dit, l'accès au désir. Et c'est l'analyse que va faire Régis Debray. Il va la faire 10 ans après les événements, donc quasiment à chaud. Et Debray dit la chose suivante dans sa modeste contribution aux discours et cérémonies officielles du 10e anniversaire, que 68 a liquidé 2 choses, le peuple et la nation. Autrement dit, le PCF, ce sera ton sujet, et De Gaulle. Qui était plus que au regard d'une société de consommateurs, c'était 2 fossiles. Des fossiles du Crétacé ou du Jurassique, dont on n'avait plus besoin. Donc était venu le temps du giscardisme et du mitterrandisme. Et c'est ce que Hegel avait appelé une de ses habituelles ruses de la raison. C'est que le véritable sens de l'histoire, en fait, a échappé aux acteurs de 68. Parce que les acteurs ont produit une critique assez intéressante, assez pertinente de la société de consommation. Une des idoles des étudiants, c'était un penseur marxiste qu'on a oublié, mais qui était prof à Nanterre, c'est Henri Lefebvre. Et parmi tous les slogans de 68, il y avait des slogans intéressants sur la critique de la société de consommation, cache-toi objet, enfin tous les ridicules des 68 arts, mais il y avait des slogans intéressants. Donc il y a de fait une critique intéressante de la société de consommation, mais c'était en fait pour substituer à ce monde-là une nouvelle économie libidinale. C'est ça qu'ils vont faire les 68 arts. Donc tout va se jouer dans le dos des acteurs. Et je cite un homme qui est cher à beaucoup d'entre nous, c'est un dialogue entre 2 Benoît, toujours en 78, qui a été repris dans Les Idées en l'endroit, qui a été réédité il y a quelques années. Un dialogue entre 2 Benoît et Jean Ederne, Jean Edernalier. Et 2 Benoît dit la chose suivante à Jean Ederne. « Je ne suis pas sûr que mai 68 ait été une réaction contre l'esprit du temps. J'ai plutôt l'impression que c'en fut un produit, et même un sous-produit. Les révoltés du mois de mai ont contesté la société en place au nom de ses propres principes. » C'est écrit à 10 ans, comme Régis Debray, 10 ans après les événements. Et dans un pamphlet, et ce sera ma conclusion, dans un pamphlet mordant et génial, que vous connaissez peut-être, de Guy Hocquinghem, La lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao-Rotary, livre vraiment génial, où Hocquinghem flingue, mort du sida en 88 ou 86, je ne sais plus, qui a été vraiment, s'il y a eu un archange de cette révolution, c'est lui, parce qu'à Nanterre, il faisait régner la terreur, là, avec autrement de panache que Daniel Cohn-Bendit. Et pour vous dire à quel point le personnage n'avait pas froid aux yeux, c'est un des membres fondateurs de Libération, Hocquinghem. Et en 79, il avait fait un papier sur la Nouvelle Droite, qu'il avait intitulé « Contre, tout contre ». Et c'était un type plein de panache, mais un fou. C'était un fou authentique. Et Hocquinghem je crois qu'il s'est trompé dans ce livre génial qu'il a appelé donc du col Mao au Rotary, et il flinguait tous les 68 arts, qui vont tous réussir. Je les ai même plus en tête, parce que je ne les ai pas eu depuis longtemps, mais Serge Julie et 10 autres. Je veux dire, il est livre génial. Mais je crois qu'il se trompait Hocquinghem. C'est qu'il croyait que sa formule du col Mao au Rotary était l'épitaphe d'une révolution réussie. L'épitaphe d'une révolution trahie, alors que c'était la devise d'une révolution réussie. Elle n'était pas trahie, cette révolution, elle était réussie. Et pourquoi Eh bien parce que le col Mao était le Rotary de la jeunesse dorée. Et c'est là où je retombe sur le jalon de mon intervention, si je dis que le col Mao était le rite de passage. Pour passer de la paléo-bourgeoisie à la néo-bourgeoisie, il fallait jouer la comédie de la révolution, il fallait jouer la farce de la révolution. Donc, comme l'a dit Debord, dans le monde réellement renversé qui s'est ouvert dans l'après-guerre, dans les années 50-60, le vrai est bel et bien un moment du faux, quoi. Voilà, merci de votre attention. J'ai peut-être été un peu long.